Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal du vendredi 8 octobre. Dans les titres de cette édition, la réaction d'Irvine Ngapet après son éviction de l'équipe de France de volleyball. Il a accepté de nous parler aujourd'hui. Il regrette les propos qu'il a tenus à l'encontre de l'entraîneur Philippe Blain. Des insultes qui n'ont pas été prononcées en face, mais qui ont été apparemment rapportées. Précision importante. Des jeunes moins motivés, des formations qui coûteraient cher aux employeurs, le bâtiment connaîtrait une légère crise de vocation, notamment dans certains secteurs, à l'image de la taille de pierre. Les 40 ans de l'université Tourangelle François Rabelais, le coup d'envoi des festivités a été donné aujourd'hui. Pendant tout le week-end, des animations sont prévues autour du site des tanneurs. Après l'annonce de son éviction de l'équipe de France de volleyball, on attendait sa réaction. Irvine Ngapet s'est exprimé aujourd'hui. Il regrette la tournure des événements et les propos tenus à l'encontre de Philippe Blain, l'entraîneur de l'équipe nationale. À l'issue du match France-Japon, il y a une semaine, le ton est monté entre les deux hommes et Irvine Ngapet a insulté l'entraîneur une fois sorti des vestiaires. On écoute la réaction du jeune Tourangeau. Ouais, c'est clair que je regrette ces insultes, j'ai pas à réagir comme ça. Ben, je me suis tout simplement pris la tête avec l'entraîneur dans le vestiaire après le match contre le Japon. Et à la fin de cette embrouille, ben, j'ai proféré quelques insultes pendant qu'il n'était pas dans le vestiaire, comme ça peut se passer parfois où des joueurs insultent l'entraîneur dans son dos. Et là, il y avait l'entraîneur adjoint était présent et quelques membres de l'équipe étaient présents. Quand ça se passe mal sur un point de vue personnel, t'as plus de mal. Donc moi j'avais plus de mal et j'avais pas envie de me taire tout simplement, j'avais envie de le dire et de le faire ressentir et de le faire savoir. Maintenant j'essaye de passer au-dessus, je suis rentré auprès de mon club, de ma famille. Et j'essaye de passer au-dessus et je vais recommencer rapidement à travailler avec le tour volleyball. Moi, comme je vous ai dit, je vais bosser avec le tour volleyball. S'il me rappelle, tant mieux, et s'il ne me rappelle pas, tant pis. Voilà. Moi, je pense que je garde cette première poule, et la première poule où on joue contre les Tchèques, les Bulgares et les Chinois, où on sent vraiment qu'on est vraiment une équipe et qu'on est soudés. Et quand on bat les Bulgares 3-2, où il y a pratiquement les meilleurs joueurs du monde dans cette équipe et on les bat 3-2. Donc je pense que c'est le souvenir que je garde de cette compétition. Des propos recueillis par Sébastien Germain. Le bâtiment connaît-il une crise de vocation? Il semble que oui, à regarder les effectifs du CFA de Saint-Pierre-des-Corps. Il manque des jeunes dans certains secteurs et notamment chez les tailleurs de pierre. Félix Ségère. Des belles pierres, mais une salle vide. Au centre de formation des apprentis du bâtiment de Saint-Pierre-des-Corps, les tailleurs de pierre n'ont plus la cote. Il n'y a que 2 apprentis en cette rentrée sur les 16 attendus. C'est du jamais vu ici, un désamour des jeunes pour ce métier traditionnel. Moins de demandes, et pourtant c'est un très très joli métier avec des bouchées assurées. Voilà, restauration du patrimoine dans le Val-de-Loire, on a ce qu'il faut, on est gâté en matière de châteaux et de monuments historiques. Malgré l'assurance d'un travail, il est difficile de recruter des jeunes, mais surtout de leur trouver un patron. Même si certains sont prêts à prendre des apprentis, ces derniers ne peuvent souvent pas se déplacer. À Saint-Pierre-des-Corps, 80% des premières années ont moins de 18 ans. Et puis les difficultés aussi que l'on rencontre beaucoup plus fréquemment quand une entreprise veut former, c'est le problème géographique. Le jeune habite trop loin de l'entreprise et ce qui fait que c'est pas jouable de faire le trajet tous les jours. Le facteur économique entre aussi en compte. Depuis 2005, la rémunération des apprentis dans le BTP est passée de 25 à 40% du SMIC. Les patrons réfléchissent aujourd'hui à 2 fois avant de s'engager. En plus, c'est vrai que la conjoncture, elle n'est pas favorable à l'artisanat. Donc, ils sont frileux. Je veux dire, quelqu'un qui est seul, qui doit passer du temps à former un jeune, il ne peut pas mettre en péril son entreprise, sinon il ne mange plus. Donc sa priorité, c'est quand même de trouver du travail et de manger. 85% des jeunes en formation sont chez des artisans qui sont souvent seuls pour les former. Le coup idéal, c'est le coup parfait à chaque fois. Bon là t'es bien, t'auras pas trop de ravalement à faire. Le métier s'apprend sur les chantiers et se transmet de génération en génération. Entre crise de vocation et crise économique, le bâtiment cherche aujourd'hui à se renouveler. Et ce sont les secteurs les plus spécialisés qui sont les plus menacés.
La mobilisation se poursuit contre la réforme des retraites avec une tournure plus symbolique qu'aujourd'hui. Une conférence de presse intersyndicale était organisée ce matin devant le MEDEF Touraine. Le message, la réforme est pilotée par l'organisation patronale. Des tracts ont été jetés dans l'enceinte du bâtiment. Une action qui vise à préparer la grande journée de mobilisation de mardi prochain, à partir de laquelle une grève reconductible pourrait être déclenchée dans certains secteurs de l'économie. On écoute deux représentants syndicaux, l'un de la CFDT, l'autre de la CGT. C'est pas une surenchère syndicale. Pour l'instant, c'est pas un appel à une grève illimitée, reconductible, etc. C'est plus un durcissement du mouvement. Et certaines branches professionnelles ont effectivement appelé en intersyndical à une reconduction de la grève. Mais ça ne veut pas dire que la CFDT, au niveau confédéral, national, a appelé à reconduire la grève sur tous les secteurs. Nous, on espère que la mobilisation s'élargisse et qu'il y ait des mouvements dans les entreprises. Et donc, que n'importe quelle forme que ce soit, ça sera bon pour faire reculer ce gouvernement. Et l'idée d'une grève reconductible ne fait pas l'unanimité chez les syndicats. L'UNSA-RATP refuse par exemple de déposer un préavis de grève reconductible, de même que la CFTC Cheminots. Enfin, une autre journée de mobilisation est prévue le samedi 16 octobre. Les retraites qui sont discutées cette semaine au Sénat, les sénateurs sont réunis exceptionnellement ce jeudi. Les discussions pourraient même se dérouler toute la nuit. Objectif, faire adopter la réforme avant la journée de mobilisation de mardi. Des amendements ont cependant été votés par les sénateurs cette semaine, à savoir le maintien de l'âge de départ à 55 ans pour les personnes handicapées et le maintien du régime pour les victimes de l'amiante. En revanche, pour les conditions d'âge, pour les mesures de conditions d'âge, l'ensemble de la droite et du centre droit semble uni pour les faire voter. On écoute le sénateur et le rapporteur UMP Dominique Leclerc. Aujourd'hui, nous sommes convaincus que si ces mesures d'âge ne sont pas prises, eh bien, il y a menace sur le système par répartition, car, vous le savez très bien, il y a un déficit. Et le déficit, c'est la dette, c'est donc l'emprunt qui le paye. Donc, aujourd'hui, nous avons dit, et je pense la majorité est d'accord entre elles, que l'urgence de ces mesures s'imposait. Par contre, on est tous, et moi au sein de la commission, ça fait des mois que j'y travaille, de jeter les jalons d'une évolution du système par répartition qui est le nôtre, dans une perspective un peu plus lointaine. Propos recueillis cet après-midi. Jean-Pierre Raffarin, l'ancien Premier ministre notamment, est l'invité du Grand Oral TV Tour La Nouvelle République ce soir. C'est à 19h15 en première diffusion. Jean-Pierre Raffarin, à qui Nicolas Sarkozy aurait demandé s'il désirait devenir un nouveau Premier ministre. Il répondait à Philippe Rivière, directeur de la rédaction de La Nouvelle République. On écoute l'ancien chef du gouvernement. À propos du Nouvel Observateur, c'est écho? Non. Ministre promu, ministre muet, je me permets de vous le lire. Début septembre, c'est le Nouvel Observateur de cette semaine. Début septembre, le président de la République a de nouveau proposé à Jean-Pierre Raffarin d'entrer au gouvernement. Lequel n'a pas encore donné sa réponse. Oh non, je ne suis vous nous pas laissez favorable. Un scoop? Non, il est clair que je ne suis pas favorable. Jean-Louis Borloo vous a invité cette semaine. Oui, mais je les vois tous. Je suis en bonne relation, y compris avec François Fillon. Mais si vous voulez, je suis allé dîner avec Jean-Louis Borloo cette semaine, en effet. Mais je pense que moi, mon travail aujourd'hui, c'est d'amener du calme, de mettre mon expérience au service de la majorité, d'aider les plus jeunes, la plus jeune génération. Je vais emmener au mois de décembre Jean-François Copé en Chine, lui présenter un certain nombre de dirigeants importants du monde. Donc je mets mon expérience au service des jeunes générations. En ce qui me concerne, c'est vrai, il vous a proposé Nicolas Sarkozy? Est-ce que c'est vrai ou pas? La date n'est pas exacte, mais le message est vrai. Et vous allez dire non? Je pense que je dirais non. Tout dépendra évidemment des circonstances, parce que je ne sais pas dans quel état sera le pays, pourquoi faire, comment. Donc il faut jamais fermer toutes les portes. Mais je n'ai pas envie d'être au gouvernement maintenant dans mon parcours. Je pense qu'il y a des jeunes talents qui doivent s'épanouir dans ces responsabilités. Intégralité de cet entretien, c'est donc ce soir à 19h15 sur notre antenne. L'université François Rabelais fête ses 40 ans. Tout le week-end, des animations sont prévues autour de cet anniversaire. Des stands, des plateaux télé, des concerts. Le coup d'envoi des festivités a été donné aujourd'hui. Et parmi les animations, l'association des historiens de l'université propose de s'arrêter sur le personnage de François Rabelais. Romain Delville a suivi des membres de cette association. Inauguration officielle ce matin pour les festivités du 40e anniversaire de l'université François Rabelais.
Au milieu des vestons, des tailleurs et des blazers, la Faluche de Florent offre quelques gaietés vestimentaires. Faluchard est fier de l'être, cet étudiant en 3e année d'archéologie ne voit pas en cette pratique un quelconque esprit de corps malsain. Pour Florent, la Faluche, c'est tout le code vestimentaire étudiant typiquement rabelaisien. C'est d'abord un folklore, le folklore des étudiants en France, pour toute étude supérieure, et c'est aussi un esprit. Cet esprit, c'est avant tout l'esprit rabelaisien, donc les plaisirs de la table, de la boisson, de la chair, et c'est aussi le partage de la culture et l'ouverture d'esprit, une sorte d'esprit humaniste. Florent est membre Faluchard de l'AHUT, l'association des historiens de l'université de Tours. C'est la seule association étudiante qui tient un stand durant les festivités, et pour honorer François Rabelais, ils ont voulu retracer son histoire. On vient sur la jeunesse, donc l'endroit où il est né, et à peu près tout jusqu'à ce que vraiment il commence à se consacrer entièrement à sa carrière d'écrivain. Donc on parle de ses études, de son passage chez les bénédictins, chez les franciscains, tout ça. François Rabelais était un bon étudiant. Ah ben un bon étudiant avec toutes ses spécialités, je pense que c'était un bon étudiant. Je pense que c'était même un brillant étudiant, enfin, j'imagine. Parmi les visiteurs, Danielle Guillaume, ancienne doyen de l'UFR d'histoire, cofondatrice de l'AHUT. Une association pas comme les autres, créée par un étudiant pas comme les autres. Jean Péricard, qui était un étudiant historien qui a commencé à reprendre ses études d'histoire au moment où il a pris sa retraite. Il avait 65 ans en 83-84. Voilà. Et c'est lui en fait qui a créé l'AHUT. Il n'y avait pas trop d'associations, il n'y en avait pas en histoire en tout cas, et son but c'était de pouvoir organiser des voyages avec les étudiants. Et un des premiers voyages qu'il a organisé, c'était à Rome. De quoi donner des idées ambitieuses aux nouveaux membres, eux qui pensent organiser cette année un voyage en Alsace. Voici maintenant l'agenda de la rédaction présenté ce vendredi par Julien Gauthier. Bonjour à toutes et à tous. On commence cet agenda avec les 12e rencontres de danse urbaine. Samedi, l'association La Cambrousse réalisera une fresque géante en direct au cinéma studio à partir de 14h et toujours au cinéma, mais cette fois côté salle. Vous pourrez découvrir à 15h le documentaire Scratch de Doug Prey, considéré comme le meilleur documentaire au sujet des DJ des années 70 à aujourd'hui. Un happening de danse suivra le film. Toujours samedi, mais cette fois à la Riche au gymnase Bialy. Et en soirée, ne manquez pas le concours de battle avec la crème de la danse hip-hop. Et dimanche, direction la MJC de jouer les tours pour des stages de danse et la représentation en avant-première du spectacle de Jimmy du Ciel à 17h30. Côté musique, Tours est la capitale du jazz. Samedi, 4 orchestres déambuleront dans les principaux axes du centre-ville à partir de 14h30 pour se rencontrer et jouer ensemble dans la cour de l'hôtel de ville. Ensuite, à 18h, le pianiste Guillaume de Chassis et le contrebassiste Daniel Ivinek délivreront au public du Petit Faucheux les clés de l'improvisation jazz. Enfin, rendez-vous au bar Les Joulins pour une soirée festive jazz boom party orchestrée par DJ Keke au platine à partir de 22h. Les monuments deviennent un jeu d'enfant. Le château d'Azay Rideau propose samedi et dimanche la diffusion du film La Princesse sur le poids, suivi d'un goûter. L'histoire d'un prince en âge de se marier qui entreprend un long voyage pour trouver une princesse digne de ce mariage et découvre au fil des royaumes parcourus des personnages extravagants et loufoques, mais pas de véritables princesses. Toujours dans le cadre de ces journées destinées à faire découvrir le patrimoine au jeune public, mais cette fois chez nos voisins du Loir-et-Cher. Le château de Talcy propose dimanche 2 ateliers de lanternes magiques pour les enfants de 5 à 12 ans. La lanterne magique est un jouet d'optique qui permet de projeter des dessins peints sur des plaques de verre. Une initiation comme ouverture pour découvrir la formidable collection d'objets optiques et d'animation que renferme le château. Et on finit cet agenda avec un rendez-vous pour gourmands ce dimanche à Montlouis-sur-Loire qui ouvre son marché des douceurs. Stand de produits des terroirs, déambulation, atelier et cuisine de Tours à table ou encore balade à Dodane pour les enfants. De quoi se laisser porter dans les rues du centre-ville, surtout si le soleil s'invite à la partie. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans un instant en compagnie de l'auteur de BD, Jules. À tout de suite.